Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cercle de parole. Notre thème aujourd'hui, c'est sexe gay, c'est 4 conseils méconnus si tu as des blocages ou des peurs. On va partager des idées et des inspirations pour dépasser peur, autocensure ou ce fameux sentiment d'incapacité. C'est toi, David, qui va nous aider. Coucou David. Coucou. David Friboulet, tu es psy et sexothérapeute. Tu te spécialises depuis 20 ans dans l'accompagnement des hommes gays et queer. De ces 20 années d'expérience, tu vois 4 conseils piliers clés que tout le monde pourrait appliquer pour s'épanouir. Alors on va les partager et pour le faire et les illustrer avec des vrais gens et des vraies anecdotes, justement, j'ai 20 auditeurs qui sont avec nous. Coucou. Coucou vous, trop bien, magnifique ce you. J'ai pas dit mais David, tu es le coordinateur ici à Paris du Sésame de l'association ENIPS, c'est un dispositif de soutien psy LGBT+, et on enregistre dans vos locaux, merci pour l'accueil. Mais je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Ouais. Cliquetis, cliqueta, merci. Pour ceux d'ailleurs qui nous écoutent et qui veulent venir au prochain live, il faut rejoindre le groupe WhatsApp de ta ville pour être tenu au courant des prochains lives, et il faut aller sur actifoupacif.com. Et j'aimerais qu'on commence sans plus attendre. Franchement, c'était mon intro la plus courte, mais je parle peut-être un peu trop vite d'ailleurs. J'ai envie qu'on commence avec toi, Jérémy. Donc juste avant, coucou. Juste avant, là, pour dire aux auditeurs qui sont jamais venus et qui ont un peu d'appréhension de venir. En fait, pendant une grosse heure, on atterrit ensemble, on se met en petits groupes, on fait des petits jeux, on répond à des questions. Et c'est ça qui nous permet de chacun, ou ceux qui veulent, mettre sur un petit post-it le truc qu'on pourrait dire en lien avec son sujet. Donc quand je parle de post-it, c'est ça dont auquel je fais référence. Toi, Jérémy, la peur ou le blocage que tu as mis sur ton post-it, c'est des complexes physiques. Est-ce que tu es à l'aise d'en dire un peu ? Oui, bien sûr. Moi, mon gros complexe a été... d'abord, ma découverte de la sexualité gay a été dans les lieux de sauna, les lieux de partous, etc., à Paris, et sont des lieux qui ont un rapport au physique qui est particulier. Tu en as déjà abordé dans certains de tes précédents podcasts. Et le sentiment de rejet dans ces lieux-là, que j'ai vécu en arrivant à Paris à 20 ans de ma province, a été très difficile. À un moment, j'avais fait 25 kilos de plus, donc je les ai perdus en très très peu de temps, en 3-4 mois, pour justement pouvoir me dire que je pourrais... plaire dans ces lieux-là, me conformer à l'image et à ce qui est attendu de moi, ou à ce que je pensais qui était attendu de moi dans les saunas gays. Et pendant un long moment, ça marchait quand même pas, parce que je me trouvais trop poilu, ou malgré la perte de poids que j'avais eue, j'ai encore une petite excroissance du ventre, de la peau en fait, qui fait que je suis hyper mal à l'aise avec ça. Après, c'est comme je disais dans des moments de ice breaking au début du groupe, je suis mal à l'aise avec l'idée de perdre un peu les cheveux sur les tempes, donc je vais vous regarder pour faire la cryolipolyse, la greffe des cheveux, pour tout ce qu'il y avait à faire. J'ai encore rien fait, mais je suis encore là-dedans. Et tu disais, tu as découvert ta sexualité en venant de ta province, tu veux la nommer ? Tu viens de quelle Montélimar. Ouais. Montélimar. Et en fait, toi, ta première connexion avec de l'intime avec un autre homme, la sexualité avec un autre homme, je comprends que c'est dans des saunas ou Exactement, au Sun City à Paris, à 21 ans, donc assez tard par rapport à la moyenne, et jamais avant.
C'était volontaire, enfin, c'est toi qui as choisi d'aller dans cet espace-là, tu le voulais ou ça t'est un peu tombé dessus? Non, je voulais, j'avais peur en y allant au début, surtout je connaissais pas les codes, après j'ai appris, ils sont assez simples à comprendre, mais c'était une volonté aussi, enfin je savais pas faire comment autrement, j'ai peur des applis parce que j'avais peur d'aller chez quelqu'un ou qu'on vienne chez moi, enfin ça c'est quelque chose qui m'a toujours, et qui toujours d'ailleurs me bloque et je le fais très peu ou je le fais quasiment pas. Donc je voulais dans un lieu où tout le monde était là pour ça, où on le savait et où je me sentais à peu près en sécurité. Alors j'étais en sécurité physique au sens qu'il ne m'arriverait rien, de tomber sur quelqu'un qui voudrait quelque chose et que moi je voudrais pas. Mais par contre, sécurité émotionnelle, ça c'est pas, ou psychologique, c'était moins sûr. Tu parles de rejet, est-ce que tu peux nous ramener à la dernière fois ou à une fois en particulier? C'est quoi ce rejet que tu as beaucoup vécu par rapport à ton physique? Alors maintenant ça va un peu mieux quand même, là j'ai quasiment 30 ans donc ça fait 8-9 ans que j'y vais donc ça va mieux, mais encore une fois récemment, il y a 1 mois et demi, j'en parlais aussi un moment tout à l'heure, j'ai été à l'Impact, pour pas le nommer, à Paris, qui est un lieu de rencontre homosexuelle naturiste, donc assez spécial parce qu'on est vraiment tous nus et il n'y a aucune barrière là-dessus et d'habitude ça se passe pas trop mal maintenant, mais là la dernière fois il y a 1 mois et demi je me suis senti super, j'étais allé dans des conditions qui n'étaient pas bonnes, où je prenais un nouveau poste juste après, où je revenais d'un train, j'étais fatigué, etc. Tu prenais un poste, ça veut dire ton boulot changeait? Ouais, exactement. Ouais. 2 jours après j'avais un nouveau poste et y aller à 3h du matin un samedi, c'est pas forcément le meilleur plan alors qu'on a un nouveau poste le lundi à 9h quoi. Donc bon, et j'avais envie d'y aller et j'avais grossi, c'était juste après les fêtes, etc. Et donc je me trouvais pas du tout attirant. Et quand on se trouve pas attirant, on n'attire pas. Et j'ai pas du tout réussi à connecter avec qui que ce soit. Okay. Ou alors les personnes avec qui je connectais me plaisaient pas. Enfin, qui connectaient avec moi, mais moi je connectais pas avec elles du coup. Et donc, c'était après des pensées envahissantes qui arrivent très vite, en se disant mais de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon t'es pas en couple, t'es pas comme tout le monde. Après, tout de suite c'est les idées, même mais si t'étais, enfin ça va sur beaucoup plus loin en fait, en se disant mais si t'étais pas homo, tu serais avec une fille, tout serait beaucoup plus simple. Okay. Et en se disant ça à 3h du matin à l'Impact, c'est pas comme ça qu'on a une érection évidemment et qu'on plaît ou qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Et l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est de vouloir rester. Je sais que ça m'était déjà arrivé avant, mais dans ce cas-là, il faut rentrer chez soi, aller se coucher, peut-être se branler et puis laisser passer le truc. Et moi, je suis resté. J'ai insisté. Est-ce que tu as déjà été... tu parlais de rejet. Oui. Donc, je comprends bien, la mécanique, c'est des pensées envahissantes, mais il n'y a pas... Et du coup, tu te sens rejeté, mais il n'y a pas quelqu'un dans ces espaces qui vient te voir en te disant tu es trop ceci ou pas assez cela. C'est pas ça la dynamique. Non, effectivement. D'accord. Parce qu'on se parle pas. De toute façon, en général, on se parle pas. Donc c'est par les gestes et le regard que ça passe. Et c'est plutôt... moi, je fais assez peu d'approches de base parce que j'ai tellement peur d'être rejeté. Donc j'attends plutôt qu'on vienne vers moi. Donc quand on vient vers moi, je suis très content et que la personne me plaît. Mais si parfois je fais quelques approches, donc là, au bout d'un moment, quand je vois que ça marche, qu'on vient pas vers moi, je vais un peu vers quelqu'un qui me plaît et il enlève la main. Donc évidemment j'arrête tout de suite. Là, c'est ça que tu appelles rejet. Mais un rejet c'est non en fait non. Et parfois il y a des rejets qui on s'approche de la personne et elle vous bloque la main très brutalement. C'est des rejets qui sont pas du tout bienveillants, quoi. Ouais. On peut rejeter évidemment, mais il y a des manières de faire. Et voilà. Et bon, après on le fait tous aussi parfois, hein. Je suis pas exemple de ça et je sais que je suis pas. Parfois il y a des moments où je me rends pas compte, etc. Mais quand on le vit, c'est vrai que c'est pesant. Mm-hmm. C'est cliquetis de soutien. C'est marrant parce qu'il y a une dissonance en moi entre ce que tu dis, et je te remercie, c'est super vulnérable, et l'assurance que je sens émaner de toi. Ah oui, oui, parce que j'ai l'habitude de parler en public dans mon boulot et de faire donc je suis pas timide de base et j'aime beaucoup parler de ces sujets-là, et merci encore pour ton podcast parce que c'est une belle occasion. Cool. Est-ce que Julien, et je te propose du coup qu'on couple qu'on écoute Julien et après David tu peux rebondir. Julien, sur toi, ton post-it, tu as dit « J'ai peur qu'on me trouve pas assez beau, bon ou bien », notamment une fois que je me suis dévoilé dans l'intimité. Donc pour développer, moi j'ai souvent un peu cette... peur qui vient après d'avoir rencontré quelqu'un. Bon, déjà ça arrive avant, quand on a un rejet par exemple via des applications de rencontres, etc. Ça m'arrive de le ressentir, mais c'est en général sur les applis virtuellement, c'est moins, je trouve que c'est moins prégnant à partir du moment où on n'a pas déjà rencontré la personne. Après, moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est quand
j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est bien passé, et que après, soit la personne disparaît, soit la personne n'est pas intéressée, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème avec ça, mais qu'à chaque fois je vais me dire ah non mais c'est parce que en fait j'ai ça qui est pas bien, j'ai tous ces complexes qui vont se réveiller, qui vont faire que ah mais en fait c'est pour ça, mais en fait ça c'est dommage parce que je peux pas le changer. En fait toute cette série de blocages qui vont se dire systématiquement, même si la personne va dire en face le fameux c'est pas toi c'est moi, mais même quand c'est très mieux dit que ça, je vais toujours me dire ouais il y a un truc qui va pas chez moi, je suis pas suffisamment voilà bien, bon au sens performant par exemple, ou assez beau parce que j'ai des complexes qui prennent le dessus à partir du moment où il y a une sensation de rejet après. Et je sais que c'est un biais mental, mais en fait il est là quand même. Est-ce que tu veux faire l'exercice terrible de nommer un complexe, le pire? Celui qui me pèse le plus en ce moment, tous les jours, c'est ma calvitie qui grandit. Et ça me saoule parce que je suis entre la question de l'acceptation, mais en même temps, peut-être qu'il faudrait faire un truc et me dire non, mais j'ai pas envie de dépenser je sais pas combien pour aller faire des implants. En plus, on entend tellement d'histoires sur les implants en Turquie qui marchent mal. Que non, en fait, j'ai pas envie de sauter ce pas. J'aimerais bien faire une démarche d'acceptation, mais bon, pour ça, il y a des psychologues qui sont très efficaces aussi pour m'aider. Mais du coup, tu as l'impression que cette calvitie fait que les gens te rejettent? Oui, quand j'arrive plus à la dissimuler, c'est-à-dire quand je me suis dévoilé, ça fait partie des... C'est un complexe où je me dis, ah ben c'est ça qui fait que machin va pas me reparler. Vous parlez à quelqu'un qui a une énorme calvitie, donc je suis à fond avec vous. Mais franchement, j'ai un message d'espoir. Je ne sais pas ce que David va nous dire, mais moi, j'ai vraiment... c'est marrant, j'ai vraiment réussi à changer mon regard sur moi. Et je raconterai après comment. J'hésite, David, entre faire parler Guillaume, qui en fait est en face de Julien. C'est-à-dire, Guillaume, il dit sur son post-it, moi, quand j'arrive pas... Enfin, quand la personne, en fait, me plaît pas, je sais pas comment lui communiquer sans lui faire du mal. Ou est-ce que tu as l'impression que tu as envie de... Ouais, je pense que c'est bien éventuellement de reprendre un petit peu les témoignages de Jérémy et de Julien. C'est plutôt une autre démarche, c'est-à-dire que là, pour Guillaume, le contact est déjà établi, on va dire. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Tu veux pas que je parle de ma calvitie non plus? J'ai le droit du coup de dire, David, que tu n'as pas de cheveux. Voilà, c'est ça, et depuis longtemps. Ah ouais? Donc, à quel âge, toi? Oh, très très longtemps. Mais comme je les rasais, j'avais trouvé la solution très tôt. C'était une mode d'avoir les cheveux rasés, donc... Voilà, tu subis pas le processus. Par contre, la calvitie peut vraiment causer un problème lorsqu'on considère que ces cheveux sont un élément important de ton esthétique. Plus que les autres d'ailleurs, et c'est le problème de tous les hommes en général. Et une fois qu'on a dit que c'est preuve que tu as un très très bon taux de testostérone, ça suffit pas à accepter. Donc effectivement, ça peut être un processus un peu long qui peut créer même parfois ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire de se voir et d'amplifier la façon dont on se voit. Je trouve que ce que Jérémy disait, c'était très important, c'est la façon dont l'état d'esprit dans lequel on rentre dans un rapport à l'autre, soit un rapport de drague, soit un rapport sexuel direct, puisque tu parlais plutôt de lieu de sexe. Et ça, c'est super important. Ça veut dire, est-ce qu'on fait de la sexualité par habitude? Est-ce qu'on fait de la sexualité pour se désangoisser? Est-ce qu'on s'accorde de la sexualité pour s'accorder un moment de plaisir? Dans quel état d'esprit on part? Parce que ça va impacter comment moi je reçois le rejet, c'est ça? Alors, ça va impacter avant même le rejet, l'auto-censure et l'auto-rejet, ces pensées envahissantes dont tu parlais. Comment faire cesser toutes ces pensées qui disent que voilà, je perds mes cheveux, j'ai un sexe trop petit, je suis trop poilu, peu importe, mais toutes ces pensées, elles viennent assez naturellement. Donc,
C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sortent, ils prennent de l'alcool, voire de temps en temps des substances, parce que ça suspend ces pensées envahissantes. Ouais. On se désinhibe et on se centre plus sur l'excitation et le ressenti corporel. Ouais. Peu importe le corps qu'on a. En rapprochant légèrement ton micro de ta bouche, David, oui. Sachant que tu fais très bien. Là, voilà, j'ai décidé de sortir. Je suis avec un groupe d'amis. Il y a un gars qui est mignon et je commence à avoir plein de pensées intrusives en me disant ou envahissantes. Ah merde, en fait, j'ai du bide. Ah ma calvitie. J'ai pas les dents qu'il faut. Est-ce que je fais quoi en fait? T'aurais des conseils? Est-ce que je pars? Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent fonctionner? Alors déjà, ça dépend de ta construction sexuelle et de tes expériences, mais dans vos 2 expériences par exemple, il y a dû avoir des moments où ça se passait bien et où vous vous sentiez désiré et où vous avez désiré l'autre. Donc aller convoquer les expériences positives quand on est en plein dans le négatif et la rumination et la dévalorisation de soi, c'est important. Et peut-être repenser à quel état d'esprit on était. Est-ce que justement, à ce moment-là, je sortais pour absolument pécho et ça m'obsède et comme ça m'obsède, je vais me mettre une pression d'enfer et en me mettant une pression d'enfer... le négatif, ou si ça le fait pas comme je veux, va venir. Le cerveau va vous donner des raisons. Alors que les fois où éventuellement vous étiez sorti un peu cool, avec des rencontres au hasard, et peut-être que ça s'était mieux passé. J'ai une question pour Julien ou Jérémy. Est-ce que vous avez déjà eu un rapport sexuel avec quelqu'un qui vous a dit « t'es très beau », avec quelqu'un où vous avez vu dans ses yeux qu'il était content d'être là avec vous? Ça vous est déjà arrivé, tous les deux, Jérémy? Oui, ça m'est arrivé. Julien? Oui aussi. Okay. Mais je suis d'accord avec le fait que c'est dur parfois de convoquer ces souvenirs-là quand on est dans une spirale. Ouais. Et excuse-moi, Jérémy, d'ailleurs, je t'ai coupé. Oui, mais vas-y, t'allais dire quelque chose? Non, oui, ça m'est arrivé, mais justement, à ces moments-là où la personne pouvait me dire t'es beau, etc., j'ai toujours la pensée immédiate, oui, bon, il dit ça pour être gentil ou parce qu'il veut faire son truc. Okay, ouais. Mais il le pense pas. Mais oui, c'est vrai que j'arrive parfois, en général, quand j'ai des débuts de pensée comme ça dans les lieux gays, à me dire oui, mais souviens-toi, la fois d'avant, ça s'était bien passé parce que tu étais à l'aise. Après, là, c'est ce qui s'était arrivé cette fois-là, il y a 1 mois et demi, de moi, c'était l'accumulation de petits signaux négatifs et à un moment. On n'y arrive plus à faire face. Et c'était ça C'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit. Après, c'était fini. Moi, c'est vraiment le truc, parce qu'on parle de calvitie et tout. Moi, j'ai une grosse calvitie et j'ai trouvé ça super dur au début. Et j'étais vachement inquiet. Enfin, ça a énormément impacté ma capacité à rencontrer. Donc, ma première astuce, c'était de me prendre en photo avec. Parce que moi, je suis sur les apps de rencontre. Donc, je suis là, franchement. Je te fais des photos où je pense que je suis un peu plus beau qu'en vrai. Oui, j'ai dit dans le bon sens. Et donc, je te montre tout ce que je pense être des défauts. Comme ça, les gens qui connectent avec moi, ils en ont envie. Et là, ce qui s'est passé depuis, je dirais, le podcast, depuis 2-3 ans, en fait, c'est que je cumule, mon cerveau connecte à tous ces hommes magnifiques qui m'ont dit que j'étais beau. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui me rejette parce que j'ai de la calvitie n'a vraiment plus d'impact sur moi parce que je convoque tous les gens, et il y en a eu, et en fait je pense qu'on est toujours beau dans le regard de quelqu'un, et ça m'a vachement aidé ça, et voilà, c'est tout. David? Oui, et puis il y a aussi, par exemple, lorsque tu as ces pensées envahissantes, elles s'entraînent. Par exemple, Jérémy, tu disais, bien sûr, j'ai pas d'érection, et moins tu bandes, moins tu vas bander. Donc la question c'est, est-ce que je diffère un peu cette notion d'exigence, et est-ce que je vais quand même aller voir ce que ça fait si on me caresse, laisser faire les choses plutôt dans les sensations du corps et voir ce qui vient, parce que si tu laisses la tête prendre le dessus, t'es coupé de ton corps complètement.
est-ce qu'on ne peut pas aussi choisir des stratégies qui font que ce contexte nous est plus favorable? J'entends notamment pour toi, Jérémy, que tu continues à aller dans des lieux gays qui me semblent être, pour moi, mon petit avis, des endroits où justement il y a beaucoup plus de compétition, c'est beaucoup plus froid. C'est-à-dire, moi je sais que je choisis des façons de rencontrer les gens où je suis peut-être plus à l'aise. Et je me demande dans quelle mesure, un des conseils qu'on peut donner aussi, c'est dans quel setup, c'est dans quel format que je me sens moi le plus en confiance. Alors oui, et du coup j'ai retrouvé mon idée, mais qui fait écho à ton intervention et à ta question. On peut toujours plaire à quelqu'un. L'enjeu aussi, c'est est-ce que la personne te plaît? C'est ça. Par quel type de mec tu es attiré? Voilà, si tu as le modèle des acteurs porno et que tu leur cours après, il y a 50% de chances que, voilà, si tu fais pas des injections de testostérone, tu l'es pas, quoi. Donc, alors ça veut pas dire qu'il faut se contenter de quelque chose qu'on veut pas, mais effectivement choisir des lieux un petit peu sécurisés. Sécurisant aussi. Alors, sécurisant pour soi. Ouais, mais pour se sécuriser, il faut établir un cadre avant. Un cadre d'échange, parce que dans les lieux d'échange sexuel, le cadre de sécurité est là. Mais, quoique, avec les drogues, pas toujours, une fois que tu es dans une cabine, mais le lien sécurisant n'existe pas du tout. Enfin, t'es sûr de toi? En gros, ce que tu dis, c'est on est tous dans notre rapport à soi, notre estime à soi, très impacté par l'environnement. Et l'environnement, on peut se le créer. Donc, je fais un date avant de coucher avec la personne, ou je rencontre que en ligne, ou je rencontre que hors ligne, ou je fais que des lieux de cruising, etc., etc. On peut choisir l'espace et l'environnement. Attaché à cet espace, il y a des cadres de communication obligatoire entre guillemets. Donc sur Grindr, on est obligé de taper des petits mots sur un clavier. Or, dans un espace de cruising, ou un sauna, ce que j'ai compris que tu voulais dire, David, c'est que il y a des codes qui sont pas forcément sécurisants pour tout le monde. Et il y aura peu de mots. C'est quasiment qu'implicite, oui. C'est ça. Mais il y a des gens qui trouvent ça super sécurisant. Tu penses pas? Plutôt excitant que sécurisant, sans doute. Très rapide et très direct. Mais j'appellerais pas ça sécurisant. En tout cas, si on recherche quelque chose de son désir. Après, on peut être très très à l'aise avec le principe de voilà ce que je veux, il veut ça, ce signe fait comprendre qu'on est d'accord et on part. Ouais. Mais quand on a des problèmes parfois à être dans ces endroits, ces petits gestes implicites sont pas du tout sécurisants. Et peuvent être violents. Moi, j'ai une façon de me sécuriser, c'est d'être validé par l'autre. Est-ce que ça, c'est une petite stratégie qui va dans le sens de ce que tu dis? C'est-à-dire, moi, je crois que j'ai des interactions parfois avec des gens où la personne me met un peu à distance, ou bien je lui fais des compliments, mais il n'y a pas de compliments en retour. Et je crois qu'une manière de me sécuriser, c'est aussi de lui demander s'il me trouve beau, quoi. Et non, tu me regardes, David, avec des yeux en me disant qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, mais c'est bien. Tu mets tout sur la table, mais il y a beaucoup de personnes naturellement qui vont attendre qu'on leur dise ça, et qui vont espérer et qui vont essayer de mesurer progressivement la notion de réciprocité, d'intérêt. Et ça dépend où tu es. Ouais. Tu vois, dans un lieu de consommation sexuelle, oui, on peut te trouver beau, mais il va y avoir plus beau. Là, tu demandes, tu vois, on se mettrait dans la pièce de 0 à 100. Je sais pas où ton partenaire te mettrait. Exact. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi, je vais très rarement dans des lieux de sauna et de cruising, justement parce que c'est pas l'espace de sécurité, et c'est le moment où toutes mes pensées intrusives, envahissantes, explosent parfaitement. On vient là de donner un de tes conseils piliers.
on peut se le dire, on se le note, parce qu'on en a 4. Communication pour créer confiance et sécurité. Et justement, c'est en fait, dans notre chemin d'épanouissement, choisir des endroits, des moments et des gens qui nous permettent de créer le bon cadre pour nous. Et super important. Et 2, on a du pouvoir sur ce cadre et on peut choisir. En tout cas, c'est normal qu'on ait des soucis à être épanoui ou des peurs ou des freins si on n'a pas ces cadres-là. Et peut-être que ce que j'entends chez Jérémy, c'est que, en fait, peut-être que le lieu de cruising ne t'offre pas le cadre de confiance et de sécurité dont tu as besoin. Et c'est une question qu'on peut se poser, que chacun d'entre nous peut se poser. Alors, déjà, pour préciser la notion de confiance, c'est confiance en soi, déjà. Et après, un peu de confiance en direction de l'autre. En même temps, il y a des gens qui sont très à l'aise dans les lieux de rencontre, donc c'est pas. Je pense que la notion de, parce que là, du coup, on aborde aussi la question de la perception de son corps. Et il y a aussi une grande diversité même si il y a une communication et une culture très stéréotypée dans le milieu gay et queer, il y a quand même une grande diversité des goûts. Aussi pour de la différence parfois, et ça faut pas l'oublier, parce que si on se laisse enfermer dans voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est l'injonction que je reproduis sur moi, alors que je peux plaire à d'autres, ça peut être très enfermant et insécure. Guillaume, cliquetis cliqueta, sur ton post-it, tu as dit: j'ai peur de blesser un partenaire quand je me rends compte que j'ai un blocage physique. Tu veux en dire un peu plus ? Oui, c'est notamment ces derniers temps, j'ai fait la rencontre d'un garçon. On est allé dans un bar, on s'est rencontrés via Grindr, mais d'une manière, on va dire, un peu plus inhabituelle, dans le sens où il n'y a pas eu d'échange de nudes, où on ne s'est pas chauffé à ce que moi j'ai pu expérimenter par mon passé et par mes rencontres via ce réseau social. Et on a fait une première rencontre, un premier date qui s'est très bien passé, et le deuxième pareil aussi. Il m'a dit qu'il suspectait d'avoir une IST, donc on ne pourrait pas faire quoi que ce soit ce soir-là. Et ce que j'ai tout à fait accepté, au contraire, je l'ai rassuré parce qu'il était vraiment pas à l'aise de me le dire, et j'ai dit au contraire, c'est plutôt cool de ta part de me le dire. Et du coup, donc on n'a rien fait ce soir-là. Enfin, on n'allait rien faire, on s'est un petit peu chauffé, donc on a découvert nos corps respectifs. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai un fantasme pour un certain type de corps, et je me suis rendu compte qu'il n'appartenait pas à cette catégorie-là. Et c'est chiant en fait, parce que sur le reste, j'ai passé une bonne soirée avec lui. Quand j'ai vu ses photos, il ressemble à ses photos, hein, c'est pas là non plus le problème. Mais ouais, au niveau sexuellement parlant, on va dire, j'ai senti un peu un blocage de ma part, et ça m'a un peu emmerdé, parce que du coup, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait le complexer. Et là où il m'a posé la question si sexuellement on était compatibles, et je lui ai dit que quand on a pu, parce que du coup on a quand même couché ensemble un peu plus tard, je lui ai dit que j'avais passé un très bon moment, et que pour moi le lien que j'ai avec lui était important, plus important que ce qui peut se passer au lit. Mais je me rends compte qu'en fait c'est quand même c'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué pour moi. C'est quoi ton fantasme? J'ai un fantasme pour les sexes épais, on va dire. Ouais. Et en fait je me suis demandé si mon fantasme n'était pas plutôt une préférence, voire une condition. Et en fait, ça m'emmerde que... Tu te sens enfermé, quoi. Ouais. En fait, j'aimerais dépasser ce truc-là et de me dire, est-ce que vraiment la personne, elle peut pas être plus importante qu'un trait physique? Ouais. Mais en fait, sexuellement parlant, ça bloque pour toi. C'est un peu plus Parce que difficile. Du coup, toi, en tout cas sur les photos, toi, t'as pas d'autres critères? C'est pour ça qu'en fait, tu le dates je le date parce que on a échangé et que c'était très cool, on partage plusieurs centres d'intérêt. Tu le trouves beau physiquement? Oui, il est très beau physiquement. Ok. C'est quoi pour toi beau physiquement?
C'est dur comme question parce qu'il y a beaucoup de corps que je trouve beaux, mais c'est quelqu'un qui prend soin de soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va choisir, il va savoir. Ouf, désolé. Il sait choisir ses vêtements. Il aime bien s'habiller. Il se fait quelques soins. Il va chez le coiffeur très régulièrement. Il a un joli sourire et de beaux yeux. Voilà. Okay. Ouais. Et du coup, quand tu le vois nu, tu trouves son sexe pas à ton goût. Et est-ce que, à partir du moment où tu te rends compte de ça, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce qui se passe dans ton cerveau ? Est-ce que tu as des pensées intrusives ? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là où tu te dis « Ah, je suis moins excité » ? J'ai des pensées intrusives. C'est pas à ce moment-là que je vais communiquer avec lui sur ce sujet, ou du moins... de toute façon, je vais pas dire directement ce truc-là. Je lui ai dit que sexuellement, on va dire qu'on n'est pas connecté sur tous les plans. Ouais. Mais toi, dans ta tête, il se passe quoi ? Dans ma tête... Donc là, tu l'as dénudé. Ouais. Du coup, juste, je suis curieux. Donc, il a une IST, mais on se dit qu'on va se mettre tout nu sans se toucher. Il a une IST. On caresse nos corps respectifs. Ouais. Et c'est tout. Et on s'est revus après, derrière. Et bam. Et là, on a couché ensemble. Et donc, du coup, à quel moment donné, tu as vu son sexe ? Je l'ai découvert sans le voir, parce que du coup, on était dans le noir la fois où il m'a dit qu'il avait une IST. Pas mal. Donc, du coup, c'était excitant aussi. Ok. Donc là, tu touches et tu sens qu'il n'est pas assez épais. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Dans mon cerveau, je me dis, bon, c'est pas grave. Et en vrai... ça me fait un peu chier, et en fait je compare avec des expériences ou avec d'autres hommes que j'ai pu connaître, et je me dis j'ai peur, non c'est pas j'ai peur, j'ai l'impression de pas pouvoir prendre autant de plaisir qu'avec un homme qui aurait un sexe un peu plus épais. Est-ce que tu as envie de formuler une question pour David ? Est-ce qu'on peut... En fait, moi, je me pose une question à moi-même. C'est est-ce que ce fantasme est finalement pas une préférence ou une condition chez quelqu'un, mais en fait, est-ce qu'on peut surpasser ce critère quand le reste, ça fonctionne bien, on va dire. Et est-ce que, avant que tu répondes, David, le reste d'entre nous peut cliqueter si vous aussi, vous avez l'impression parfois d'être enfermé dans certains critères ? On est... Levez la main. On est à la moitié. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, la moitié d'entre nous. Moi aussi, je me sens... Ouais. Je crois que tout le monde l'est un petit peu. C'est-à-dire... Tu veux dire que la moitié des gens la mentent ? J'aime comment ça... Moi, j'ai cliqueté. Hein. Je crois que tout le monde l'est un petit peu dans la façon dont il s'est construit sexuellement avec la sommation de toutes ses expériences sexuelles, où il sait que certaines images, certaines parties du corps, certaines pratiques, certains types de mecs les excitent plus que d'autres. Après, on peut garder une diversité, et parfois on se fétichise, c'est-à-dire on referme le champ de l'excitation sur ce qu'on préfère. C'est tout à fait un droit. Après, souvent, du coup, ces champs d'excitation, après c'est un peu difficile de les élargir au champ affectif et de les lier. C'est ça le problème. Ça peut être une très bonne sexualité, mais pour tout trouver en magasin, on a du mal à trouver... Oui, quelqu'un qui a à la fois un sexe large et qui a... En tout cas, ce que tu veux, ce qui te plaît, et voilà. Alors, en même temps... alors ça peut être pour des pratiques, ça peut être pour une partie du corps, voilà. Donc je fais comment ? Alors après, tu fais comment ? Ça dépend quel mode de vie tu veux avoir. Est-ce que c'est un engagement affectif que tu projettes avec l'homme que tu rencontres, ou c'est juste un homme de passage ? Tu vois ? Est-ce que si c'est un engagement affectif, est-ce que pour toi
l'exclusivité est importante ou pas importante. C'est-à-dire, est-ce que je peux continuer à vivre un petit peu mon fantasme et un petit peu ma fétichisation, mais aussi enrichir ma vie d'autres choses et inventer une autre sexualité. Parce que en fait, c'est ce qui fait peur tout de suite, puisque j'ai l'impression, hein, tu me contredis si c'était dans une logique de date, et dans une logique de date où en fait, on essaye d'aller plus loin à chaque fois qu'on se revoit. Et après, tu t'es dit, je peux pas me projeter comme ça va m'enfermer complètement, et j'ai pas d'autre possibilité que de désinvestir la sexualité là, avec lui. Or, t'aurais peut-être pu l'investir un peu. Mais du coup, question, ouais. Moi, j'ai un fétiche ou un truc vraiment comme Guillaume. Bon, on partage le même prénom, mais tu vois, il y a des gens là qui nous écoutent qui se sentent limités par leur désir. Et là, tu proposes à Guillaume de quand même investiguer. C'est-à-dire, donc là, j'ai face à moi un sexe que je trouve par exemple trop petit dans mon imaginaire sexuel. Donc, tout de suite, dans le moment où on est tout nu, mon excitation, elle baisse. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que ça s'apprend, l'élargissement dont tu parles ? Oui, c'est progressif, mais ça s'apprend, oui. Et surtout, ça s'apprend par le fait, notamment, alors ça peut être le sexe de l'autre ou son sexe d'ailleurs, dans la comparaison. Et tout d'un coup, l'excitation, elle tombe. Paf, c'est un truc qui se déconnecte dans la tête. Alors, soit on peut tout remballer, si on a la chance de pouvoir bander, y aller mécaniquement. Mais souvent le corps suit pas, soit essayer de ralentir et de sortir du script habituel pour essayer est-ce que je peux être excité autrement avec cet homme, par la façon dont il va me toucher, par la façon dont je vais l'embrasser, par peut-être sa pilosité, enfin je me décentre de mon fétiche là, pour essayer de voir. Après ça peut ne pas le faire, mais c'est aussi possible. Et puis c'est aussi repartir dans le corps. Je disais, parce que si tu te bloques dans tes pensées en disant non mais c'est pas possible, elle est pas assez large, c'est les pensées ça. Je sais pas si je réponds à ta question, mais... Oui, merci David. Et justement, quand je me suis rendu compte de ça, il y avait deux choses. La première, c'est que j'avais l'impression de m'auto-saboter en essayant de chercher l'homme parfait qui n'existe pas. Et du coup, il y a une première partie qui me dit oui, je sais que je peux pas tout avoir, je le sais. Mais la partie sexuelle, elle reste importante pour moi. Dans quelle mesure je peux amener cette partie sexuelle différemment si c'est pas avec cette personne. Et du coup, je lui ai demandé, comme c'est assez récent cette relation, qu'est-ce qu'il en penserait éventuellement d'ouvrir, de se laisser une liberté, mais au niveau sexuel. Et il était tout à fait d'accord. Il a déjà fait un ou plusieurs couples libres auparavant. Il m'a confirmé dans le sens que ça ne le dérangeait pas à partir du moment où ça restait que sexuel, et que lui, même s'il peut aller chercher aussi la partie sexuelle chez d'autres personnes, qu'il n'allait pas approfondir des relations, on va dire, plus romantique. Oui, il n'est pas polyamoureux, quoi. Voilà, c'est ça. Tu lui as dit cet enjeu de la taille du pénis pour toi ? Non, parce que j'avais peur que, justement, le blesser, ou potentiellement que ça crée un complexe qu'il n'a pas. Parce que la plupart de nos complexes, c'est des choses que nous, on n'a pas remarquées au début. Qu'en comparant ou quelqu'un nous dit que, et paf, le complexe se crée dans notre tête. Donc voilà, j'avais pas spécialement envie de créer son complexe ou de l'alimenter s'il était déjà existant. Est-ce que tu as eu beaucoup de rapports sexuels avec des pénis épais comme tu aimes ? Oui, en vrai, assez pas mal. Je pense que les premiers hommes avec qui j'ai couché avaient des pénis qui étaient assez larges. En fait, ma question c'est, est-ce qu'on peut épuiser un kiff, un fétiche ? C'est-à-dire... en fait, il y a plusieurs chemins. Il y a la sexualité, ça s'apprend. Donc, je reconditionne mon rapport au désir. Notamment, tu en as parlé un peu. J'essaye de sortir de ce fétiche. Puis, il y a un autre chemin qui est, tu en as aussi parlé, j'y vais à 200%. C'est-à-dire, sur mon profil, j'écris « J'aime les pénis épais ». Et j'assume, en fait, et je le dis.
Et du coup, j'assume qu'il y a une partie de ma sexualité qui est en lien avec ça, ce qui n'interdit pas une autre partie de sexualité. Enfin, il y a aussi ce chemin-là qui est... Oui, complètement. Et est-ce qu'à un moment donné, je peux, à force d'avoir de la bite épaisse, me dire, me laisser surprendre en fait par d'autres choses? Est-ce que m'interdire un fétiche ne le rend pas plus puissant et l'exhauster, le fatiguer, je peux m'en libérer? Bof. Je sais pas si le mot s'en libérer est approprié. Il faudrait qu'il soit source de souffrance. Si tu utilises sans libérer. C'est le cas de Guillaume un peu, qui dit qu'il se sent enfermé, non? Ouais, après d'une certaine manière aussi, j'ai pas spécialement envie de mettre ça dans un profil parce que y a deux choses. C'est justement pour l'autre, j'ai l'impression que ça reste un enjeu et du coup, s'il répond pas à mon critère, c'est quelque chose j'ai l'impression qui est très superficiel. Et j'aimerais dépasser ce truc-là, mais en même temps, c'est un moteur de mon désir sexuel. Donc, ouais, pourquoi pas l'assumer? Ah oui, tu peux tout à fait l'assumer. Et le kiff, je sais pas si tu peux l'anéantir, mais parfois la vie te fait rencontrer des choses où tu te laisses surprendre. Alors peut-être plus... je vais faire un peu de l'agisme, mais plus tu avances dans la vie, plus peut-être que tu vois un petit peu plus globalement une personne. Ouais. Et aussi tu gères ta sexualité différemment. Ouais. Et donc t'as effectivement un menu plus réduit, mais beaucoup plus nourrissant. Donc peut-être que tu peux à un moment passer, et puis à des moments tu te dis non, ça j'ai envie que ce soit principal pour moi parce que ça me motive, ça me fait kiffer, et ça va participer à mon sentiment amoureux même peut-être. En tout cas à l'intimité érotique. Ça fait mention de deux de tes conseils clés. Justement, l'idée c'était, ok, sexe gay, c'est quoi un peu les conseils méconnus ou en tout cas ceux sur les questions que je peux me poser pour cheminer? Tout le monde peut les appliquer. Le premier c'était mais kiffez-moi, c'est-à-dire être en capacité de mettre en mots ce que j'aime chez l'autre, ce que j'aime moi-même. Et on a déjà parlé d'un autre pilier qui était la communication. Et moi j'ai l'intuition, Guillaume, mais je ne suis ni psy, ni médecin, mais je vais te partager mon intuition de podcasteur, dont le métier c'est d'écouter les gens. En tout cas, c'est ce que je tente de bien faire. C'est qu'en fait, si toi et moi, on a un truc ensemble et qu'il y a cet enjeu de ta vérité sexuelle, en fait, le fait que tu m'en protèges, c'est à la fois vachement bienveillant et tout, mais c'est, je trouve, surtout l'expression du fait que tu n'assumes pas parce que tu trouves que c'est trop superficiel. Et ce qui va se faire, c'est que du coup, on peut pas se lier. C'est vraiment un point de vue personnel. Mais je pense qu'il le sait déjà. Je pense qu'il t'a demandé s'il n'y avait pas un souci. C'est qu'il sent qu'il y a un souci et que tu m'emprisonnes à pas me le dire. Et tu vois, j'ai un peu ce... Donc j'entends que toi, t'aimerais ne pas avoir ce désir, mais c'est la réalité. Et c'est ça qui nous empêche entre toi et moi. Parce que moi, imagine, je suis petit pénis. Du coup, j'ai du mal à comprendre notre communication n'est pas claire. Je sens qu'il y a un truc... Mais tu vois, je te confronte un peu là. Et je sais pas du tout ce que tu devrais faire, lui en parler ou pas. J'entends comment tu essaies de prendre soin de l'autre, mais peut-être que ta solution, c'est d'assumer pleinement, tout en disant, je trouve que c'est un peu dommage et superficiel, mais c'est quand même une réalité. J'entends ce que tu me dis, et pour le coup, j'essaie aussi de le protéger, parce que je pense que j'ai souffert peut-être d'autres complexes ou de questionnements, on va dire au niveau sexuel, ce que Julien a pu dire, est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis assez beau, est-ce que je plais assez sexuellement parlant, etc. Et du coup, j'essaie de faire la démarche inverse, de protéger la personne qui, sur d'autres pans aussi, a besoin d'être un peu rassurée, notamment sur des messages qu'il enverrait assez régulièrement pour prendre des nouvelles, ce qui est très cool. Et je trouve que dans les relations... J'ai pas besoin de parler à une personne tous les jours et je préfère pas tomber genre dans le « Salut, ça va ? T'as passé une bonne journée ?» plutôt que « Oh, j'ai pensé à toi parce qu'en fait, je suis passé devant une boulangerie, j'ai vu tes gâteaux préférés et du coup, je t'en ai rapporté et voilà. » Enfin,
c'est des choses simples, et du coup, il y a de la demande de rassurer l'autre, et j'ai pas envie de heurter ses sentiments, en fait, en lui disant... Ouais. Tu veux rebondir, David ? Moi, je partage plutôt la position de Guillaume. En plus, ça fait écho à ce que disait Jérémy. Une main qui te dégage violemment, ça peut marquer beaucoup. Et éventuellement, effectivement, une parole pas forcément nécessaire, ça peut marquer beaucoup. Et ça peut d'ailleurs en plus casser le lien qu'il est en train de construire. Parce que, voilà, oui. À tes yeux, tu me réduis à ça. Oui, oui, quand tu as dit je suis d'accord avec Guillaume, comme je m'appelle aussi Guillaume, j'étais perdu. Non. Tu es d'accord avec l'auditeur, pas le podcasteur. Ouais. Voilà. Peut-être une idée alors, c'est de mettre sur nos profils je kiffe les pénis CP, mais j'assume pas tout à fait, ou je trouve que c'est dommage et superficiel. Enfin. Ou peut-être, j'entends qu'il y a plusieurs façons de vivre et que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a peut-être un chemin à m'assumer moi et à assumer... Déjà de l'écrire. Et en l'écrivant, tu assumes... tu assumes aussi éventuellement si tu juges que c'est superficiel, mais tu vas pas laisser les autres te dire que c'est superficiel. Tu vas juste l'assumer et puis tu verras bien ce que les autres te disent. Ouais, bien sûr. J'ai envie de terminer avec Romaric. Romaric, c'était un peu dans notre sujet. Toi, tu as mis sur ton post-it l'enjeu de comment mettre l'autre à l'aise, toujours dans cet enjeu de communication. Tu veux raconter ? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que c'est un résumé de tout ce qui a été dit. Parfait. C'est que je trouve que des fois, quand on veut mettre à l'aise sincèrement, c'est compliqué. Parce que comme ce que Jérémy a dit, des fois, moi, je fais des compliments et je le pense vraiment. Mais je me dis, est-ce que l'autre, il le perçoit vraiment, ou est-ce qu'il va se dire, ah ben non, il dit ça pour arriver à ses fins. Alors que moi, je suis vraiment sincère. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un truc, ça me trotte dans la tête de réussir à vraiment mettre l'autre à l'aise, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Mais que l'autre... Enfin, en fait, des fois, je pense qu'on est deux à se prendre la tête parce que moi, je vais mettre à l'aise, mais je pense que l'autre, il n'est pas à l'aise. Ouais. Et en face, l'autre, il se dit, bah oui, mais moi, je suis complexé, tout ça. Donc, en fait, des deux côtés, ça... Tu peux me ramener à la dernière fois où tu l'as vécu, ça, et où ça a entraîné genre un frein ou un blocage alors, je sais plus quand est-ce que c'était, mais bon, c'était pendant un rapport. J'étais pénétrant et il y a eu un petit accident, on va dire. Enfin, voilà. Et je sais que l'autre a été vachement mortifié par ça. Petit accident, c'est en gros, du caca. Ouais, voilà. Nommons les choses. Ouais. Et non, mais il y a plein d'accidents possibles. Non, mais c'est vrai. Okay. Et en tout cas, j'ai senti que l'autre était vraiment mortifié. Enfin, il s'est crispé. Voilà. Et moi, en soi, c'est pas... je suis pas forcément fan, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me bloque parce que, je veux dire, on sait où on va et ce qu'on fait. Donc, en tout cas, moi, j'étais là en train d'être vachement rassurant, mais lui, j'ai senti que... il était bloqué. Ouais. Donc, il y a vraiment une rupture de confiance, je pense. Et ça a été vachement difficile après même de passer à autre chose. Et voilà, donc c'est un peu ça l'enjeu de... comment réussir à mettre à l'aise quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise. Ouais. Cliquetis de soutien. C'est marrant parce que j'ai le même ressenti que j'ai envie de reformuler, qui est moi j'adore qu'on prenne soin les uns des autres. Je trouve que c'est vachement important et vachement puissant. Et j'ai l'impression que dans le pilier que tu partageais, David, de la communication explicite, je me demande aussi si parfois on n'essaye pas d'en faire trop, je trouve. Donc le fait de dire j'ai un gros kiff sur les gros pénis et en fait je suis trop triste parce que j'adore me connecter avec toi et ça limite du coup mon désir et je sais pas quoi en faire. Ou bien toi de dire j'ai vraiment envie de t'exprimer que ce caca je m'en tape, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, mais je sens que là t'es complètement bloqué, du coup est-ce qu'on se quitte, enfin c'est-à-dire de remettre un peu le truc au centre en disant mais je vais pas te protéger de ce qui se passe et voilà, je mets en mots et qu'est-ce qu'on en fait ensemble quoi, et je me dévoile un peu vulnérablement en disant je sens qu'il y a eu du caca, on est déconnecté, je sais pas comment faire, et pareil moi tu vois quand je fais un compliment et l'autre me dit non, je dis un peu ça, je dis tu sais j'essaie de me connecter avec toi, je te dis en plus vraiment ma vérité, tu la refuses, on en fait quoi, parce que
David, tu n'es pas obligé de rebondir sur moi, tu peux rebondir sur Romaric. Ou tu peux commencer par moi si tu étais en train de penser à ça. Non. T'es d'accord ou pas avec ce que je dis ? Non. Très bien. Pas forcément. Mais super, dis. Je pense que du coup, c'est faire abstraction de l'autre. Quand tu dis, moi je te fais des compliments, qu'est-ce que j'en fais ? Et je pense que si on est dans la souffrance, on revient sur l'état d'esprit. Et donc, on essaye de comprendre l'autre, mais quand tu dis ceci, en fait, t'es pas empathique. Tu dis juste ce que tu penses, mais l'autre, il n'arrive pas à le capter. Quand quelqu'un est complexé sur une partie de son corps, ou si par exemple, ce gars, il a déjà eu un accident et ça s'est mal passé, et il a ce syndrome de honte de l'accident, il va falloir du temps, en fait. Et en fait, même si ça s'interrompt, il va intégrer tout doucement ce que tu lui as dit. Tu lui as offert une expérience positive de non-rejet qui va engrammer dans sa tête, et peut-être que tu vas éventuellement le revoir, ce qui va lui prouver que toi, tu t'es pas bloqué, que c'est possible de continuer, et c'est vraiment à deux que ça marche. Tu vois, il faut laisser la possibilité de la temporalité à l'autre. Ouais. Enfin, mais je trouve ça vachement important. Ouais, je trouve ça. Mais c'est marrant. Je trouve que c'est une conclusion parfaite. Le temps, quoi. La patience. Peut-être qu'on a l'exigence ou la peur qu'il faut que tout se passe tout de suite là maintenant. C'est-à-dire, je découvre le corps de l'autre ou j'ai un rapport avec l'autre. Moi, je le disais pas plus tard qu'hier avec le jeune homme avec qui j'ai eu un rapport sexuel. Avec qui on disait, mais en fait c'est la première fois qu'on se rencontre, donc en fait on se connaît pas, nos corps se connaissent pas, donc on verra avec le temps. Enfin, on peut pas tirer des conclusions à une première fois, alors même que mon cerveau en tire, tu vois. Et je trouve que c'est peut-être le fait de vivre. Moi, je vis en ville et j'ai plusieurs rapports sexuels. Enfin, je suis célibataire et où peut-être que du coup, il y a tellement de possibles. Ou pareil au sauna. Qu'en fait, on a l'exigence que là, tout de suite, ça check toutes les boîtes, quoi. Et non, en fait, le temps. Oui, puis même un compliment, tu vois, ça peut... Toi, tu as une intention de lui faire du bien. Et en même temps, ça peut lui rappeler une parole avec une autre relation, un deuil qu'il n'a pas fait, parce que c'était un truc récurrent. En disant, ouais, très bien, mais bon, il y en a d'autres qui me l'ont dit, ils m'ont largué quand même, quoi. Ouais. Et moi, je pense que je disais pas, j'insulte la personne, je la rejette en disant, t'es vraiment une bouffonne de pas prendre mon compliment. Je crois que je remets entre nous deux cette charge mentale que j'entends chez Romaric et chez Guillaume de comment je fais en sorte que l'autre soit bien. Et je trouve ça très beau et moi je continuerai à avoir cette charge mentale, mais elle a des limites. Et il y a aussi un moment où je mets des mots sur tiens là on se connecte pas et tu sais quoi, c'est pas forcément ma responsabilité, tu vois. Et j'entends qu'il y a des traumas passés et tout, et donc moi je disais pas il faut qu'on s'insulte et il faut que la personne soit parfaite tout court, mais ça m'apaise vachement de mettre en mots ma vulnérabilité, de dire je sais. Et souvent, en fait, ça génère un chouette échange où la personne, du coup, n'est pas infantilisée, ou en tout cas, elle se sent pas... Ça crée un drôle de rapport aussi, d'essayer de protéger l'autre à tout prix. Parfois, ça peut créer un rapport déséquilibré. C'est ce que je disais. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord, David. Je te réinviterai. J'aime beaucoup. C'est la fin de ce premier épisode. Merci pour cette première partie. Bravo à vous. Pour nous, là, tout de suite... À Paris, nous allons déguster, il reste un petit peu de cette tarte meringuée, s'il vous plaît. Pierre, auditeur, pâtissier, nous a apporté ça délicieux. Pour les personnes qui nous écoutent, soit ils écoutent là immédiatement à la sortie de l'épisode, donc il faut s'abonner pour savoir quand est-ce que la suite sort, soit ils écoutent dans 1 an. Imaginez, quelqu'un dans 1 an là nous écoute, l'épisode suivant est déjà publié. Bon allez, pause. Pause. Bravo. Bravo à vous. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé.
Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditorices. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.